Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler ensemble des espèces envahissantes. Vous connaissez peut-être les ragondins ou les perruches. Et les espèces envahissantes, ce sont ces plantes ou ces animaux introduits par l'homme sur un territoire qui menacent les espèces locales et leurs habitats. La présence de ces espèces a un impact de taille sur la biodiversité et la santé humaine. Alors, dans une approche chrétienne de la crise écologique et sociale, nous allons essayer de comprendre tous les débats qui règnent autour de ces espèces envahissantes. Par exemple, y a-t-il une hiérarchie des espèces au sein de la création? Ou bien faut-il éradiquer des espèces au profit d'autres? Nous allons décortiquer tout ça avec Marine Samzin et Timothée Schwartz. Je les retrouve tout de suite. C'est parti. Salut Marine, salut Timothée. Salut Claire. Bonjour Claire. Merci d'être avec nous pour cet épisode. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, sauf que je me suis fait piquer cette nuit par un moustique tigre. Timothée, le moustique tigre, c'est typiquement le genre d'espèce qu'on n'a pas du tout normalement en France. Exactement, c'est une espèce qui se répand de plus en plus en France, mais à la base, elle n'était pas du tout chez nous. Ouais. Ça fait que quelques années qu'elle est apparue. Ouais, un peu un fléau. Toi, Timothée, tu es le directeur scientifique de l'association Arocha en France. C'est ça, donc je m'occupe de concevoir, de développer et de mettre en œuvre nos projets de science et de conservation en France. Ok. Toi, Marine, tu es journaliste? Oui, à Marseille, je travaille pour la radio RCF et je m'occupe entre autres de l'émission Comme une planète qui est dédiée à l'écologie intégrale. Ok, top. Timothée, je vois que tu as un pot de miel dans les mains. Il vient d'où ce pot de miel? Pourquoi tu es venu avec ça aujourd'hui? Alors, j'ai pris ce pot de miel parce qu'en fait, pour moi, ça représente le travail des abeilles. On en profite tous, mais tu sais, c'est de plus en plus cher le miel. Ouais. Et en fait, c'est parce que la production diminue, notamment à cause d'un fléau, c'est le frelon asiatique, ce qui est une espèce exotique envahissante et qui est un prédateur énorme des abeilles et décime les ruches. On va en parler juste après. Toi, Marine, avec quoi tu es venue? Alors c'est une petite plante qui était chez moi. L'idée c'est juste face à ces espèces invasives de se remettre à hauteur de plantes et de mieux comprendre de quoi elles ont besoin, d'eau, de soleil, d'intervention de l'homme ou pas, pour vraiment se mettre à leur écoute et mieux comprendre leurs propres besoins. Se mettre à hauteur des plantes, sentir leurs besoins et puis comprendre ensemble quels sont les enjeux qui sont tout autour de ces espèces envahissantes. On en parle tout de suite, c'est parti. À quand remonte le problème des espèces envahissantes? Eh bien, lorsque nous avons augmenté de manière exponentielle notre mobilité à l'international. Ce bouleversement a eu pour conséquence, involontaire bien sûr, d'introduire des espèces exotiques sur tous les continents. Le problème, on le sait aujourd'hui, c'est que ces espèces envahissantes ont des conséquences à différentes échelles. Alors en France, vous connaissez peut-être le ragondin ou le frelon asiatique. Mais connaissez-vous la jussie, cette plante d'origine sud-américaine qui fait des ravages dans le sud de la France? Regardez ce reportage de Marine Belmont au Beau-de-Provence. Alors ici, on est dans le Marais. J'arrive à avoir une des espèces exotiques envahissantes qu'on a. C'est la jussie, c'est une plante qui vit à la surface de l'eau, qui fait des petites fleurs jaunes et qui est plutôt problématique par ici. Elle vient à la base d'Amérique du Sud. Elle a été importée en France au 19e siècle pour orner les bassins, les milieux, parce qu'elle fait de jolies fleurs jaunes. Puis elle s'est échappée de ces bassins et elle est dans le milieu naturel. Alors elle est envahissante parce qu'elle ne possède aucun prédateur ni parasite, donc rien ne vient la tuer. Et en plus d'avoir le fait qu'elle se multiplie vite, qu'elle grandisse vite, elle va recouvrir les milieux aquatiques et empêcher la lumière de passer, ce qui va donner aux plantes aquatiques aucune lumière, donc elles vont mourir. Et donc dans l'eau, il y aura beaucoup moins d'oxygène. Et moins d'oxygène, donc les animaux qui vivent dans cette eau vont mourir par asphyxie. Donc voilà pourquoi la jussie est devenue, et considérée en tout cas en France, comme une espèce envahissante. Timothée, finalement, elle est quand même assez jolie cette fleur. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? En fait, ça a un vrai impact parce qu'elle arrive dans un milieu où aucune autre espèce la connaît et elle va avoir une capacité à les concurrencer toutes les espèces locales très très forte. Donc elle va pouvoir les dominer, voire les anéantir et faire disparaître certaines espèces. Dominer, anéantir, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est qu'une espèce invasive ou envahissante? Alors on parle vraiment d'espèces exotiques envahissantes, donc c'est des espèces qui sont sorties de leur aire de répartition d'origine pour être introduites dans un nouveau territoire où elles vont avoir un impact sur l'écosystème, les habitats naturels ou des espèces locales.
Donc on l'a dit, en France, on connaît quand même pas mal le frelon asiatique, les ragondins. Est-ce qu'il y a d'autres espèces, même dans le monde? C'est quoi les espèces envahissantes les plus connues aujourd'hui? Alors, il y en a vraiment de plus en plus, énormément. Il y en a qui sont un petit peu emblématiques, par exemple la perche du Nil, qui a été introduite. Qu'est-ce que c'est que ça, la perche du Nil? La perche du Nil, c'est un poisson qui a été introduit dans le lac Victoria, vers la Tanzanie, et qui a fait disparaître plus de 200 espèces de poissons dans le lac. Parce que c'est un super prédateur, et des espèces qui n'étaient pas du tout adaptées à lui résister ont complètement disparu. C'était des espèces qui ont disparu presque complètement à l'état sauvage. Et pourquoi elle a été introduite, cette perche? C'était pour la pêche, parce que c'est un poisson qui est excellent à manger et voilà, qui a augmenté énormément les revenus des pêcheurs localement. Okay. Alors après, comme autre espèce, on a la grenouille taureau, qui est une énorme grenouille qui peut concurrencer d'autres espèces de grenouilles localement et qui en plus leur apporte des maladies. Donc ça peut contribuer à faire disparaître certaines populations de grenouilles autochtones dans certains pays. On peut penser aussi par exemple au vison d'Amérique, qui est une espèce qui a été introduite en Europe pour la fourrure et qui a fait disparaître son cousin, le vison d'Europe, parce qu'il l'a concurrencé et il était plus fort que lui. Et on a d'autres choses comme en Europe, on a une écrevisse qui s'appelle l'écrevisse de Louisiane, qui en fait se nourrit des larves des amphibiens, des grenouilles, des crapauds, et qui a fait aussi beaucoup chuter leur population. Et puis comme plantes, on a aussi beaucoup de plantes. En Europe, on a l'élante ou l'ambroisie. L'ambroisie, c'est un problème parce qu'il y a plein de gens qui sont allergiques. Question de santé humaine, en fait, là. Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on dit que les espèces envahissantes sont l'une des 5 causes de l'effondrement de la biodiversité? Mais comme je viens de dire, en fait, ces espèces, on les déplace, nous, en tant qu'humains, dans un nouvel endroit. Et à cet endroit-là, en fait, elles vont avoir un super avantage parce qu'elles n'ont pas de prédateurs quand elles arrivent. Et par contre, elles peuvent soit prendre la place, donc s'étendre, comme la jussie, ou carrément aller prédater, donc manger d'autres espèces sur place. Mais il n'y aura aucune autre espèce qui va les contrôler. Timothée, ça me fait penser, près de chez moi, dans les Calanques, qu'il y a les griffes de sorcière. C'est une très belle plante grasse, mais je crois que c'est aussi une espèce envahissante, non? Exactement, oui, tout à fait, qui concurrence aussi les plantes du littoral et ça peut avoir des gros impacts. Ouais, alors à Marseille, il y a aussi beaucoup de rats. C'est aussi une espèce envahissante? Alors, pas chez nous, en fait. C'est vraiment une espèce autochtone. Donc, ce n'est pas une espèce exotique envahissante. Par contre, c'est une espèce qui va avoir un impact sur les hommes. Donc, on les appelle souvent comme espèce nuisible, mais pour l'homme. Mais en soi, en France, en tout cas, ce n'est pas une espèce envahissante. Par contre, elle l'est ailleurs. On pourra en parler. Oui. Avec toutes les conséquences en fait, que tu évoques, on comprend pourquoi toutes ces espèces envahissantes sont une cause de l'effondrement de la biodiversité. Exactement. En fait, il y a presque la moitié des espèces disparues dont la disparition a été causée, au moins en partie, par des espèces exotiques envahissantes. Eh bien, après les rats et la jussie, on va à présent traverser la planète pour aller en Nouvelle-Zélande. L'île est la capitale mondiale des oiseaux marins qui sont menacés par d'autres espèces exotiques envahissantes. Regardez ce témoignage de Christelle Van Hout. Elle est la directrice à Rocha sur place. Écoutez. The predators that we have are anything from possums and rats, mustelids, which are stoats and ferrets and weasels, but also anything like pigs, wild pigs, cats and dogs can all have an impact and hunt down some of these birds, and especially the vulnerable chicks. A lot of them came by accident. So ship rats came on the ships that first came to New Zealand. But also possums were introduced for the fur trade. Mustelids were introduced to control rabbits when rabbits got out of control. And so most of the time they've come in either by accident or for a particular reason someone's brought them in. Thought it was a good idea and then realized it wasn't. It's pretty bad given that seabirds, we are the seabird capital of the world, but you hardly ever see these birds. So on the mainland, there's only very small populations left. And the majority of seabirds are actually on offshore islands where we don't have any predators and where we can still maintain some of the populations. Timothée, en fait, on voit que ta collègue, elle passe une grande partie de son quotidien et de sa vie peut-être à lutter contre les espèces envahissantes sur place. Oui, c'est vrai, c'est une grosse partie du travail de Rocha en Nouvelle-Zélande, malheureusement. Et on voit que toutes ces espèces ont été introduites par l'homme, donc il y a quand même une question morale ici qui se pose. On en parle tout de suite.
Timothée, les espèces envahissantes sont là aujourd'hui partout à travers la planète. Qu'est-ce que ça dit de nos comportements présents ou passés? Comme Christelle nous l'a montré, en fait, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui ont été amenées par l'homme, mais involontairement. Et ça nous ramène aussi à notre histoire, à notre volonté, d'une part, de conquérir le monde, de vouloir découvrir en tant qu'Européens le monde entier et puis de le dominer. Donc il y a une histoire de domination, mais avec cette domination sont venus les rats qui ont exterminé plusieurs espèces sur beaucoup d'îles. Oui. Par exemple, une espèce bien connue, mais le dodo sur l'île Maurice, il a disparu non seulement parce qu'il a été beaucoup chassé, mais aussi parce que les rats les ont tués, notamment les œufs. Alors on a aussi essayé de réparer parfois ces erreurs en faisant venir du coup des prédateurs de ces espèces. On pensait bien faire, mais souvent ça s'est retourné. Par exemple en Australie, le lapin a été introduit assez involontairement, mais en fait après pour les exterminer, ils ont essayé de faire venir des renards, parce qu'en Europe, le prédateur du lapin c'est le renard. Oui. Mais les renards en Australie se sont rendus compte que les marsupiaux étaient beaucoup plus faciles à attraper que les lapins, et du coup ça a eu un énorme impact sur plusieurs espèces de marsupiaux, certaines qui ont disparu ou sont proches de l'extinction. Mais est-ce que c'est pas sans fin, du coup, finalement? Parce que si on réintroduit des prédateurs aux prédateurs, c'est quoi la solution? Et c'est une très bonne question. C'est vrai que souvent, on ne sait pas exactement comment faire pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Par contre, parfois, on arrive à lutter contre ces espèces. Alors, du coup, il faut des gros moyens. On peut intervenir, par exemple, sur des petites îles où il y a des rats qui ont été introduits ou des chats. Et là, on peut aller mettre en place des moyens pour les exterminer, avec des pièges, différents moyens qui coûtent très cher. Et c'est très intense, ça peut prendre plusieurs années, mais on y arrive. Et à ce moment-là, on arrive du coup à restaurer des populations d'oiseaux marins ou d'oiseaux qui ne savent pas voler, par exemple, qui sont victimes de ces espèces-là. Ça peut marcher de façon très efficace, mais voilà, sur des petits espaces. Alors on entend qu'il y a une question financière, il y a quand même une question morale aussi, Timothée. Enfin, est-ce qu'on a vraiment envie d'exterminer les chats qui sont sur l'île? Personne n'a envie d'exterminer un chat. C'est vrai que ça pose question, est-ce que c'est bien moralement de tuer une espèce pour en favoriser une autre? Malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant qu'homme, on a un tel pouvoir de domination sur toutes les espèces qu'on est aussi responsable de ces dégâts, et pour les réparer, parfois, on n'a pas d'autre choix. La question se pose plutôt en termes de savoir, est-ce qu'on veut sauvegarder les espèces qui sont menacées par ces espèces exotiques envahissantes, ou est-ce qu'on veut laisser la nature suivre son cours avec les perturbations qu'on a introduites, au risque de les voir disparaître pour toujours? Et du coup, ce qu'on sent, ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'action de l'homme a complètement perturbé un système qui était à la base naturel. Marine, qu'est-ce que ça nous dit spirituellement? L'homme a été au centre de la création et c'est de là que tout part, en fait. Oui, ça pose en fait vraiment la question de l'anthropocentrisme, qui est aussi cher au pape François. Donc, mettre l'homme au centre de la création, qui serait un peu auréolé de sa gloire. Enfin, et en fait, ça pose vraiment la question, mais en fait, qui on est pour décider ça, pour se dire que telle espèce va aller là? Enfin, dans les exemples que tu citais, il y avait l'exemple quand même de la fourrure, en fait, du bien-être de la Jussie aussi. Ça pose beaucoup la question ou encore des griffes de sorcière que je disais. Qu'est-ce qui est beau dans mon jardin, qu'est-ce qui est pratique pour moi, mais en fait, qui je suis pour décider ça, d'extraire une espèce de son milieu naturel pour l'emmener ailleurs? Ça pose vraiment la question de la juste place de l'homme, qui reste, on le sait, créature et qui doit être gardien de la création avant tout. Et puis, comme tu le disais dans l'épisode sur les habitats naturels, est-ce que l'homme, comme nous dit la Genèse, doit dominer, soumettre la terre? Il y a aussi cette question, en fait, on n'est pas forcément très à l'aise avec ça, et on l'a très mal compris au fil des siècles en tant que chrétien. Oui, c'est ça. Donc, soumettre et dominer, ça a été connu pendant très longtemps comme un pouvoir de l'homme sur la création. Et le pape François le dit très bien dans cette encyclique. Il revient dessus. Il dit que ces textes nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Cultiver signifie labourer, défricher ou travailler. Garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner et surveiller. Donc il y a vraiment ce côté jardinier de la création. Et j'aimerais bien aussi citer le théologien allemand Jürgen Moltmann, qui en fait reprend l'image de la création de Dieu
qui nous invite à voir comment Dieu lui-même soumet et domine. Et comment il le fait, en fait, c'est que quand il crée le monde, déjà, il le crée par la parole, par amour, et ensuite, il laisse le monde exister. Et c'est quelque part en mettant une limite à sa propre puissance qu'il montre sa manière de soumettre et de dominer. Donc, en fait, il nous invite à faire de même, c'est-à-dire à mettre une limite à notre puissance et à être davantage dans une situation de laisser faire, de lâcher prise, peut-être. Alors, on n'est pas dans la démaîtrise non plus, mais en tout cas, je voudrais reprendre aussi l'exemple que tu citais de permaculture, c'est-à-dire de faire avec le vivant, de se mettre à hauteur du vivant, de ce dont ils ont besoin, plutôt que de déplacer les espèces à notre gré. C'est sûr qu'on a ce pouvoir qui nous est donné par Dieu sur le reste de la création. Et ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on en fait, comment on agit au quotidien. Est-ce qu'on se donne le droit de perturber toute cette création pour notre bon plaisir, ou est-ce qu'on se met dans une position d'en prendre soin et d'éventuellement restaurer ce qu'on a abîmé. Alors sur ça, d'ailleurs, le pape est quand même assez critique. Il parle de l'intervention de l'homme. Il dit qu'elle peut être utile parfois, qu'il doit intervenir quand un géosystème entre dans un état critique. Mais il dit qu'aujourd'hui, le niveau d'intervention humaine dans une réalité si complexe comme la nature est tel que les constants désastres provoqués par l'être humain appellent une nouvelle intervention de sa part et qu'il se crée en général un cercle vicieux qui aggrave encore plus la situation. Donc c'est vraiment, je pense, une question morale et au cas par cas, de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour ne pas faire que ça soit encore pire qu'avant. C'est vrai que l'exemple du coup des renards et des lapins, ou alors des surets qui sont introduits pour lutter contre une espèce qu'on a nous-mêmes introduite, ça pose vraiment question quand on veut réparer un problème et qu'on par notre toute-puissance, on pense pouvoir en être capable, alors qu'en fait, pas du tout. Et vous, Timothée, comment vous gérez cette question au Beau-de-Provence ? Est-ce que vous êtes plutôt dans une posture on va essayer de réguler malgré tout, ou bien on laisse la nature faire, on ne touche pas aux espèces, et tant pis s'il y a des espèces envahissantes ? Alors, c'est une question qu'on se pose encore. Il y a une espèce, par exemple, la tortue de Floride, qui a été introduite d'Amérique, notamment par des personnes qui les avaient en tant qu'animal en aquarium, et elles deviennent tellement grosses qu'ils ne peuvent plus les garder, donc ils les remettent dans le milieu naturel. Mais sauf que maintenant, elles se reproduisent et elles concurrencent les tortues locales. Ça va être la tortue cistude. Et alors vous faites quoi, qui est une espèce, du coup, qui est menacée et qui est rare. Et on se pose la question, est-ce qu'on doit éliminer ces tortues de Floride ou est-ce qu'on laisse faire et voir si les espèces peuvent trouver un équilibre ? Et ça, c'est encore une question qu'on est en train de se poser. C'est pas simple. Vous n'êtes pas tous d'accord, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc on voit, en vous entendant, que c'est pas si simple. La question n'est pas tranchée. Ça dépend vraiment des écosystèmes, des pays, des lieux. Mais ça nous donne quand même envie de passer à l'action. Et on en parle maintenant. Je vous propose qu'on retourne au Marais des Baux avec Gaëtan de l'association Arocha. On va voir ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de lutter contre la Jussie. Regardez. Donc ici, on est dans la commune de Pont-de-Croix, une commune proche d'Arles, dans laquelle se trouve le marais. Et ici, on peut constater comment la Jussie a envahi ce canal. Elle a bien pris son espace et voilà ce que ça donne. Je trouve ça dommage, ça gâche un peu le paysage. Il n'y a pas d'autres plantes qui poussent, il n'y a que la Jussie. Et ce qui me déprime un peu le plus face à ça, c'est qu'on ne puisse pas y faire grand-chose. On peut faire que ralentir, pas stopper. Pour se débarrasser de la Jussie, on n'a trouvé aucun moyen. On peut faire de l'arrachage, mais on a un risque qu'un petit bout de plante parte ailleurs et colonise à notre endroit. Si c'est bien cadré, c'est juste une solution de temporisation, pas d'éradication, parce qu'elle va repousser rapidement. Elle va laisser très peu de répit à la faune, flore qui est dans l'eau. En France, on essaye de chercher des solutions, mais il n'y a vraiment aucun moyen pour le moment de vraiment éradiquer, d'enlever cette plante. Timothée, le constat est quand même très sombre là, ce que nous dit Gaëtan, c'est quand même assez lourd. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune solution pour lutter contre les espèces comme celle de la Jussie ? Alors, il faut se dire qu'il y a quand même des millions et des millions d'euros qui ont été investis pour essayer de se débarrasser de la Jussie dans certains canaux près des Marais des Baux. Oui. Et malheureusement, elle revient toujours. Donc, en fait, c'est vraiment un gros souci. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, nous, dans certains secteurs des Marais des Baux, c'est qu'avec le temps, la Jussie, on a l'impression qu'elle commence à s'équilibrer avec les espèces locales,
que les espèces locales ne disparaissent pas complètement, elles arrivent quand même à trouver plus ou moins leur place et que la jussie arrête de s'étendre sur certains secteurs. Alors, on ne comprend pas encore tout, si c'est un équilibre temporaire ou final, ou est-ce que les espèces locales vont trouver un moyen de reprendre le dessus. Mais c'est vrai qu'on pense, avec le temps, peut-être que ces espèces locales et la jussie vont trouver un nouvel équilibre et vont créer peut-être un nouveau type d'écosystème où chaque espèce aura plus ou moins sa place. Mais Timothée, est-ce que ça peut pas être une solution, du coup, de moins intervenir et de se dire que de nouveaux équilibres vont se créer, même si c'est peut-être un petit peu compliqué maintenant, mais qu'avec le temps, sans intervention de l'homme, ça va se réguler tout seul finalement ? Alors, on aimerait que ce soit le cas. Alors, c'est vrai que pour certaines espèces, comme par exemple les oiseaux qui ne volent pas, on sait que si on ne fait rien contre les rats, elles vont disparaître. Mais pour des plantes, on a l'impression qu'il y a des solutions de ce type qui peuvent s'ouvrir. Ça pose quand même des questions sur le long terme. Est-ce qu'on n'a vraiment rien à faire et qu'on doit laisser juste observer les conséquences de nos actes, volontaires ou involontaires ? Ou est-ce que, comme on a discuté avant, on a un rôle à jouer, une intervention en utilisant la sagesse et peut-être la direction de Dieu aussi, pour prendre des décisions pour restaurer des équilibres où la biodiversité peut s'exprimer. Et puis sur des questions très concrètes. En fait, là, on est à Marseille, à Paris, à Grenoble, à Lyon. On a dans son jardin des frelons asiatiques ou la nuit des moustiques tigres. On fait quoi en fait ? Pour les moustiques tigres, malheureusement, il peut être vecteur de maladies. Donc c'est vrai que si on peut essayer de lutter, il faut surtout s'en protéger. On va sans doute jamais réussir à les éradiquer, sauf si un prédateur arrive à se développer contre cette espèce-là. Et du coup, pour le frelon asiatique, donc, qui va impacter les ruches et donc la production de miel, on peut quand même essayer de lutter contre, en particulier les reines. En fait, elles se dispersent au printemps. Des ruches, les reines de frelons. Oui. En fait, au printemps, elles vont sortir de leur hibernation et se disperser pour créer de nouvelles colonies. Oui. Et à ce moment-là, on peut essayer de les piéger et du coup réduire le nombre de nouvelles colonies, donc réduire la nuisance sur les ruches. Mais on ne pourra jamais, en tout cas aujourd'hui, toutes les exterminer. Donc, il va falloir apprendre aussi à vivre avec et trouver peut-être d'autres solutions complémentaires. Timothée, ce que tu dis, ça me rappelle encore une fois cette posture du jardinier, de la permaculture. En fait, un jardinier, il va forcément voir au cas par cas, est-ce qu'il faut arracher une plante, est-ce qu'il faut mettre une autre plante pour compléter. Donc en fait, ça souligne le fait qu'il n'y a pas de solution miracle ni toute faite, mais qu'à chaque fois, c'est une adaptation au cas par cas en fonction de ce que la nature a besoin. Et alors spirituellement, Marine, est-ce que tu aurais un conseil vis-à-vis de ces espèces envahissantes à nous donner ? J'avais ramené cette petite plante à la base. L'idée, c'était, comme je l'avais dit en introduction, se remettre à hauteur de plante. Donc moi, ce que je conseillerais spirituellement, ça serait de se remettre vraiment dans une posture d'émerveillement, de rendre grâce, mais aussi de remarquer cette fragilité. Est-ce qu'il y a besoin de soleil, d'ombre, d'eau, pas d'eau ? Et encore une fois, ne pas se mettre en position de dominateur, mais vraiment se dire de quoi la nature a besoin et rendre grâce pour tout ce qu'elle nous donne au quotidien. En fait, c'est une position où on se met dans l'amour pour ces créatures. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter, nous ? Avec nos capacités. Absolument. Merci Marine et Timothée pour vos idées, pour vos conseils. Maintenant, on va vous donner la parole. Vous êtes la génération Laudato Si et la question des espèces envahissantes, ça vous parle. On vous écoute. Il existe un sujet de préoccupation majeure en forêt de Fontainebleau, la plus célèbre forêt de France. Ce sont les plantes exotiques. Ici, le Prunus serotina qui envahit 30% de la forêt. Fort de mon expérience de journaliste spécialiste de l'environnement, j'ai créé une association Sauver la forêt de Fontainebleau. Avec des chantiers nature en convention avec l'Office des forêts, nous essayons de limiter ces invasifs. Si vous voulez participer à nos chantiers, allez sur le site sauverlaforêtdefontainebleau.com. Notre refuge récupère de nombreuses espèces de tortues. Parmi elles, la tortue de Floride, classée invasive. Nous la récupérons toujours en grand nombre. Nous avons aussi depuis un certain temps la tortue serpentine, bien plus dangereuse à la manipulation. Passionné depuis 40 ans, j'ai créé cette association et malgré les difficultés et l'absence de mécénat, nous faisons tout notre possible pour leur offrir un cadre de vie idéal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode sur les espèces envahissantes. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.